qui a un sujet qui va un petit peu décoiffé, qui par rapport au sujet classique. Alors, notre conférencier de ce soir est M. Nicolas Frantzos, qui est astrophysicien à l'IAP, comme on connaît ici, l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de nucléosynthèse. Entre autres. Oui. Donc, vous avez travaillé avec M. Berry. C'est mon directeur d'hôtel. Voilà, mon directeur d'hôtel. Donc, vous voyez, nous avons des gens de très bonne qualité. Donc, je ne vais pas trop insister parce que je pense que M. Frantzos va nous expliquer un peu quel est son travail, soit un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas trop fatigué. Non, ça ira. Je vais vous laisser la parole. Oui, volontiers. Merci pour l'invitation. Je suis désolé pour ce petit retard. C'est là où on voit la dilatation du temps. Quand j'étais parti de chez moi, place d'Italie, dans le 13e, j'ai mis les GPS qui m'a indiqué 40 minutes. Donc, au fur et à mesure. Et puis, il est vrai que statistiquement, c'était assez improbable. Il y avait 2 accidents, pas un, sur la 13. 2 accidents à 4 ou 5 km l'un de l'autre. Voilà. Et donc, bon, j'ai mis 2 heures et demie. Je suis arrivé à presque à temps. Bon, alors le sujet de ce soir, c'est un sujet ultra banal. Je suis sûr que vous avez entendu parler plusieurs fois, et je suis sûr que c'est un sujet sur lequel, au moins une fois de sa vie, chacun d'entre vous a réfléchi un peu. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter ce sujet sous un angle particulier. C'est à travers 2 choses qui sont très connues parmi les gens qui s'occupent du travail sur le sujet, qui ont façonné un peu notre manière de réfléchir sur ces questions durant la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont l'équation de Drake et le paradoxe de Fermi. On va voir ce que c'est petit à petit, mais on va commencer par un petit rappel historique. C'est toujours intéressant de voir un peu comment les idées ont évolué au cours du temps. D'habitude, chaque fois qu'on parle de l'histoire, que ce soit en science ou autre chose, on commence bien sûr avec je vais dire, des ancêtres très lointains. C'est ce sujet qui a occupé les philosophes depuis l'Antiquité. À l'époque, il était connu comme les débats sur la pluralité du monde. Et là, il y avait des visions assez différentes parmi les penseurs de l'Antiquité. En général, les philosophes, disons, atomistes, comme Démocrite et Épicure, pensaient qu'il y a une infinité de mondes dans l'univers. Et leur argument, qui était très bien résumé, alors ce qu'il disait Épicure, il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. Il y a énormément de choses, il y a un univers infini, parce que les atomistes pensaient que l'univers était infini, et donc il était absurde d'imaginer qu'il y a un seul monde. Par le terme monde, les philosophes à l'époque voulaient dire d'un monde tel qu'on le voit quand on regarde autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la Terre, et puis autour, le Soleil, les étoiles. Voilà, c'était ça, un monde pour eux. Et ils pensaient qu'il y avait une infinité de mondes, les atomistes, dans l'univers. Bon, cet argument, on va voir que c'est pratiquement les mêmes aujourd'hui. C'est pas très différent. Sur le plan conceptuel, on n'a pas fait beaucoup de progrès dans notre raisonnement concernant la possibilité d'une intelligence extraterrestre, en dehors de notre intelligence. Mais les 2 plus grands philosophes de l'Antiquité, Platon et Aristote, étaient contre cette idée. Leur argument était basé sur la physique dominante de l'époque, la physique d'Aristote. Dans le système d'Aristote, qui était mathématisé par la suite par Ptolémée, c'était le système géocentrique. La Terre se trouve au centre du monde, et, c'est ça qui est important,
Bon, bien sûr, les objets tournent autour de la Terre, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui se trouve en dessous de l'orbite de la Lune est composé de combinaison des 4 éléments principaux, l'air, la terre, le feu et l'eau. Voilà. Et donc c'est un monde instable, il y a des changements, un monde qui évolue. En revanche, tout ce qui se trouve au-delà de l'orbite de la Lune, et ça comprend tout le reste, le Soleil, les planètes, les étoiles, etc., est constitué d'une substance, l'éther, une substance parfaite, éternelle, inaltérable. Il ne peut pas y avoir de changements là. Et donc, il ne peut pas y avoir d'autres mondes, des planètes, des êtres vivants, voilà. Donc, c'est sur base de ces arguments-là que Platon et Aristote étaient contre l'idée qu'il y a une unité qu'il y a d'autres mondes habités. Et, comme vous le savez, le modèle d'Aristote a été imposé en Occident dans des siècles, et ces idées ont été enrichies par des arguments théologiques. Les philosophes scolastiques du Moyen-Âge avaient aussi leur mot à dire, basé sur la Bible, sur... Alors, Saint Augustin pensait qu'il y avait un événement unique dans l'histoire du monde, qui était bien sûr la résurrection du Christ, et donc cette unicité implique qu'il ne peut pas y avoir d'autre monde habité. Ça se produit une seule fois dans notre monde à nous. Mais d'autres philosophes, effectivement, se posaient des questions. Bon, c'était une époque où les moines dans les monastères, ils raisonnaient sur des choses qui peuvent paraître absurdes. Par exemple, Albert le Grand se posait la question, si Dieu est puissant, alors pourquoi n'aurait-il pas créé d'autres mondes habités? Effectivement, pourquoi? Et là, c'était un disciple d'Albert le Grand, qui était le deuxième plus grand philosophe, Saint Thomas d'Aquin, qui a trouvé un argument imparable. Parce qu'il voulait, bien sûr, aller dans le sens de Saint Augustin. Si Dieu avait créé d'autres mondes, il les aurait fait soit tous pareils, soit différents. Hein. Il est difficile de trouver une autre possibilité, même pourrait être omnipotent. Alors, s'il les avait fait tous pareils, bon, ça ne va pas avec l'économie de la sagesse divine. À quoi ça sert de faire tout le temps la même chose? Et s'il les avait tous différents, ça veut dire que l'un d'eux serait plus parfait que les autres. Mais il est difficile d'imaginer Dieu faire quelque chose qui n'est pas parfait, absolument parfait. Donc ça, c'est incompatible avec la perfection de l'âme divine. Donc, la conclusion, il n'a créé qu'un seul monde, le nôtre. Voilà, ça peut paraître bizarre comme argument. Alors, si je vous le mentionne, c'est pas tellement, on pourrait parler des heures, c'est l'histoire du concept d'intelligence extraterrestre, mais c'est simplement pour vous dire que, parce que ces gens-là, ils n'étaient pas demeurés, ils n'étaient pas débiles, ils étaient la fine fleur de la pensée scolastique de l'époque. C'est pour vous dire qu'à chaque époque, la manière dont on raisonne sur un sujet dépend de l'avancement de l'état des sciences, des technologies de l'époque. Et de manière analogue, il faut retenir ça, il faut avoir ça dans la tête, parce que exactement de la même manière, il se peut que, d'ici quelques siècles, nos descendants, quand ils vont voir comment nous on raisonne sur l'intelligence extraterrestre, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il a raconté ce temps-là, c'est n'importe quoi. Et oui, on est limité par ce qu'on connaît à chaque époque sur la nature qui nous entoure. Il y a énormément d'informations qui manquent, et donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de raisonner, de réfléchir, de penser. Mais on pense toujours avec des arguments et les outils qu'on a à notre disposition. Ça dépend de l'état, de l'avancement des sciences de notre époque. Alors, même si ça peut nous paraître ridicule, ces arguments, mais à l'époque, il ne fallait pas rigoler avec ce genre de choses, parce que c'était une époque assez difficile. Il y avait l'Inquisition, et du coup, Giordano Bruno, qui était quelqu'un de très brillant, qui a osé parler de l'infini, qu'il existe une infinité de mondes habités dans l'univers, il a brûlé sur le bûcher par l'Inquisition, en 1600. Bon, ce n'était pas uniquement pour ça, hein, il s'était exprimé aussi un peu contre l'autorité papale, et ce n'était pas très prudent de dire ce genre de choses à l'époque, mais voilà, l'argument officiel c'était ça, parce qu'il allait contre les autres. Bon, voilà, maintenant on va faire un grand saut, on va avancer un peu dans les siècles,
De toute manière, pendant longtemps, il y a eu de haut et de bas. Hein. On pourrait discuter aussi lors du XIXe siècle, c'était l'inverse. On sait qu'il y avait vraiment. La science était libérée de la pensée scolastique, théologique, et la plupart des gens, enfin parmi les scientifiques, pensaient qu'on n'avait pas découvert de planète, hein, mais on avait découvert plein d'autres étoiles, comme le Soleil, et il y avait un grand courant pour dire qu'il y a d'autres mondes, une infinité de mondes. Et un évêque écossais, il voulait concilier les deux. Il voulait concilier à la fois le dogme de Saint-Augustin, c'est-à-dire que la résurrection du Christ a eu lieu une seule fois, et le fait, selon lui, qu'il y a énormément d'autres mondes, il a dit qu'il a écrit en fait, il a écrit un livre pour justifier ça, pour rendre ces deux-là compatibles, et il a dit, ben voilà, c'est simple, il y a une infinité de mondes à l'univers, mais il y a un seul monde qui a connu le péché originel, et qui a nécessité la venue et la résurrection du Christ. Un seul monde qui a connu le péché, les autres n'ont pas connu le péché, donc voilà, il existe l'homme, et le Christ est venu une seule fois sur un de ce monde, le nôtre. Donc, de certaine manière, on est unique. Donc, voilà, ça crée beaucoup de débats. Alors, avant d'arriver là, oui, j'ai oublié de dire, effectivement, là, je fais un slide. Le système héliocentrique, copernique, la Terre n'est pas au centre du monde, et puis on a ce principe copernicien, qu'on appelle aussi principe de médiocrité, la position d'un univers n'a rien d'exceptionnel. Et suite à ça, les travaux sur le plan expérimental de Galilée et de Newton sur le plan théorique ont établi que les lois physiques sont les mêmes partout. Ça, on le sait maintenant, on a observé très loin de l'univers, on voit qu'il y a la lumière de quasar, les mêmes lois que la lumière ici bas sur Terre, que les substances qui composent les galaxies lointaines sont les mêmes sur Terre. Donc, effectivement, sur ce plan-là, le plan physique, notre position dans l'univers, dans l'espace, le temps, tout ce qui concerne la physique, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, on pourrait dire ça, c'est un pas vers Épicure, vers qui dit qu'il peut y avoir une unité d'intelligence, des mondes comme le nôtre, avec des êtres doués d'intelligence. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que autant l'aspect physique est bien établi, on sait que les lois physiques sont les mêmes partout. En revanche, l'intelligence, c'est quelque chose de différent. Ça dépend des lois biologiques, des lois anthropologiques, des lois sociologiques, on est l'homme et le produit de la société aussi. Et pour toutes ces lois concernées, on ne sait pas s'ils sont universels, ni pour la vie, ni pour l'intelligence. Alors vous allez me dire pourquoi ce ne serait pas universel. En tout cas, pour Newton aussi, on l'a constaté empiriquement. On a observé, et c'est pour ça qu'on a abouti à cette conclusion. Là, on n'a rien observé pour l'instant. Donc on ne peut pas être sûr que les lois de la chimie prébiotique, les lois de la biologie qui ont conduit à la formation de premières cellules, de la biologie par la suite, etc., les macromolécules sont les mêmes partout. Donc il faut avoir ça en tête. Alors, en tout cas, on a cherché, donc c'est toujours l'observation et l'expérience qui prime, on a cherché dans notre système solaire, on a envoyé des sondes dans le XXe siècle, dans les 4 points de notre système solaire, et on a trouvé pour l'instant aucune trace de vie, même au niveau microscopique, dans le système solaire. Les 4 planètes extérieures, planètes géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont certainement hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Si on commence à parler du corps de vie qu'on ne connaît pas, et là j'anticipe un peu cette question qui peut venir du corps de vie basé sur le silicium, avec l'ammoniac comme solvant, etc. Bon, là, on pourrait parler des heures sans rien dire, puisque nous ne connaissons pas d'autres corps de vie. Donc, les 4 planètes géantes ne permettent pas de former la complexité que nous connaissons sur Terre, et puis les 3 autres planètes internes, Vénus est trop chaude, il a une atmosphère extrêmement dense et corrosive, il n'y a aucune possibilité. Mercure, il est trop près du Soleil, c'est Saturne, il n'y a pas de possibilité d'atmosphère.
Et Pluton est trop loin, c'est une surface glacée, donc même s'il y a des réactions chimiques là, ils doivent avoir lieu avec une vitesse extraordinairement faible. Il est difficile d'imaginer le développement des complexités. Reste Mars. Bon, il est certainement froid, il y a une atmosphère mais très raréfiée, sans confidence de l'atmosphère terrestre. Là, on a envoyé des sondes qui ont atterri, qui n'ont rien trouvé. On pense que l'eau liquide a coulé peut-être, là, vous avez vu l'autre jour, on parle de l'existence de l'océan martien il y a des milliards d'années. Oui, c'est possible, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien. Il reste, en tout cas, on n'a rien trouvé. Il y en a encore qui espèrent qu'au sous-sol de Mars, on va trouver des bactéries, enfin des organismes qui se sont réfugiés, ou même des traces d'organismes qui ont existé depuis longtemps. Maintenant, ils sont morts, mais c'est possible. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, on cherche aussi, ce n'est pas pour ne pas avoir cherché. Titan, le plus gros satellite de Saturne, la sonde Huygens l'a visité en 2005, et on espérait trouver deux réactions très biotiques, des réactions organiques qui ont précédé la formation de la première cellule. Il y a l'atmosphère riche en azote et méthane, c'est le seul objet du système solaire qui a une atmosphère riche en azote, un peu comme la Terre, mais à part ça, bon, méthane c'est une substance organique, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant il n'y a rien. Et finalement, et là ça se rapproche pas mal de la science-fiction, il y a de l'eau liquide qui est toujours associée à la vie, probablement sous l'océan, sous l'épaisse couche de glace qui se trouve sur l'Europe, satellite de Jupiter, et peut-être à l'intérieur, grâce à des sources on sait que l'Europe et Io sont très près de Jupiter, l'intérieur est chauffé par des forces de marée, donc peut-être que là, il y a des organismes qui tirent leur énergie, des organismes qu'on ne peut pas imaginer qui tirent leur énergie de cette chaleur. Il y a des projets très futuristes, donc si vous voyez là, c'est pour envoyer une sonde pénétrer dans la couche de glace et aller au fond de l'océan d'Europe. Ce ne sera pas pour aussitôt, ce sera d'ici dans le futur. Donc voilà, on a fait le tour du système solaire, et là, il n'y a pas de forme de vie. Alors maintenant, s'il y avait de formes de vie, vous savez, autour d'autres étoiles, les autres étoiles sont très loin, et pendant très longtemps, on n'avait même pas vu de planète autour de ces étoiles. Et on savait qu'il est très difficile d'y aller, on va toucher un peu vers la fin. Alors l'espoir, c'était que s'ils existent, ben, ils seraient plus avancés que nous. Là, on ne parle pas des bactéries, on parle des êtres doués d'intelligence. Et peut-être qu'ils essaieraient de contacter d'autres êtres doués d'intelligence. Un peu comme nous, nous on s'intéresse, peut-être qu'ils s'intéresseraient aussi. Alors, deux physiciens américains ont proposé en 1959, dans un célèbre article dans la revue Nature, que le meilleur moyen pour communiquer à travers les distances interstellaires, c'est par des ondes radio. Alors, pourquoi radio? Pour deux raisons. D'une part, contrairement à la lumière visible, les ondes radio ne sont pas absorbées par le gaz et les poussières qui se trouvent dans les blancs du disque de la Voie lactée. Donc, ils peuvent traverser de très très grandes distances sans perte d'énergie. On peut voir beaucoup plus loin que les ondes radio. Et deuxièmement, les ondes radio transmettent la même quantité d'informations avec beaucoup moins d'énergie que si vous voulez envoyer la même quantité d'informations par des ondes visibles. Donc, être doué d'intelligence aurait utilisé ces moyens s'ils connaissaient un peu la physique. Donc, il faut chercher avec le radiotélescope. Et ils ont même identifié à peu près dans quelle fréquence il faut chercher. Et vous voyez ici, en fonction de la longueur d'onde des émissions radio, c'est dans les ondes centimétriques, vous avez la longueur d'onde en centimètres, et vous avez sur l'autre axe l'intensité du signal. Et vous voyez qu'il n'y a pas de pointeur. Donc ici, vous voyez l'émission de l'atmosphère terrestre. Ça, c'est le bruit parasite. C'est très difficile. Là, ça fait beaucoup de bruit si vous cherchez dans cette fréquence-là. De l'autre côté, c'est la fréquence d'émission de la galaxie. Il émet aussi des ondes radio. Donc, toutes ces régions-là,
c'est beaucoup de bruit. C'est très difficile de trouver un signal là-dedans. Et la zone où il y a très peu de bruit, c'est cette zone-là. Vous voyez ce trou-là, il y a peu de bruit. C'est entre les fréquences de l'hydrogène et de l'hydroxyle. L'hydrogène plus l'hydroxyle, H2O, ça fait de l'eau, n'est-ce pas? Donc, ils ont dit, ils ont proposé, ils ont suggéré plutôt qu'il faudrait chercher les signaux extraterrestres dans cette bande de fréquences. Cette bande de fréquences qu'on a appelée les points d'eau. Alors, le point d'eau, un peu comme un pointeur. D'accord. Merci. Merci. Oui. Donc, le point d'eau, c'est une analogie, une métaphore, si vous voulez, assez politique. Dans la savane, les animaux sortent le soir pour aller boire de l'eau autour du point d'eau et se rencontrent. Donc, de manière analogue, les civilisations extraterrestres se rencontreraient dans cette plage de fréquence en essayant de communiquer les unes avec les autres. Voilà. Donc, ça s'appelle le water hole, point d'eau de communication extraterrestre. Et il conclut leur article avec cette phrase qui a un sens quand même. Il est difficile d'évaluer nos chances de succès, mais si on ne cherche pas, elles seront nulles. Ça vaut pour beaucoup de recherches. Ouais. Pour ça. Alors, c'est lui qui a pris au sérieux cette suggestion, très rapidement. C'était un jeune radioastronome américain, Frank Drake, qui en 1960 a démarré le projet OSMA. OSMA, c'est le nom du pays d'Oz. Oz, c'est le conte de Frank Baum. C'est un conte pour enfants. Et il a tourné le radiotélescope de 6 mètres de Green Bank, aux États-Unis, vous voyez ici, pour ausculter les étoiles d'Ossétie et Epsilon Eridani. C'est des étoiles qui se trouvent à 6 années-lumière, à peu près 6-7 années-lumière, pas loin du Soleil. Bon, bien sûr, il n'a rien détecté pendant 150 heures d'écoute. Mais ce qui est important pour la suite de notre histoire, c'est que l'année suivante, Drake a organisé une conférence à Green Bank pour réfléchir sur ces sujets-là, les sujets de la communication avec des extraterrestres. Et c'était une conférence assez confidentielle. Il y avait une dizaine de participants, dont Drake, Philip Morrison, c'est lui qui avait signé l'article, un prix Nobel de chimie, Melvin Klein, et les tout jeunes à l'époque, il avait 27 ans, radioastronome Carl Sagan, les plus anciens le connaissent. Alors, en préparant l'agenda de cette réunion, Drake a essayé d'évaluer qu'est-ce qu'on allait discuter, qu'est-ce qu'il pourrait discuter pendant cette réunion, quel genre de sujets. Les sujets, le sujet principal, l'objectif, c'était de communiquer par radio avec les intelligences extraterrestres. Et il y a tout un ensemble de sujets qu'il fallait discuter. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à cette fameuse formule de Drake qui essaye de voir quelles sont, parce que ce qui l'intéressait, c'était les chances de telle entreprise. Quelles chances nous avons? Combien il y en a qui voudraient, effectivement, chercher à communiquer avec nous? Notre galaxie est vaste, il y a environ 100 milliards d'étoiles. Combien d'entre elles sont, parce qu'il est évident qu'il faut chercher autour des étoiles. On a du mal à imaginer une forme de vie dans l'espace interstellaire. Quoique, strictement parlant, on ne peut pas complètement éliminer cette possibilité. Mais bon, il vaut mieux commencer par des choses qui ont un sens, quand même, parce que n'importe quelle forme de vie a besoin d'une source d'énergie. Les étoiles sont des sources d'énergie les plus évidentes. Nous-mêmes, on est dépendants de l'énergie du soleil, donc voilà, on ne va pas chercher n'importe où. On ne va pas chercher au fond des trous noirs pour trouver une forme de vie juste pour le plaisir. Donc, combien d'entre elles sont des bons candidats pour abriter des civilisations technologiques? Et Drake a développé, a formulé cette célèbre équation de Drake, qui, en fait, c'est pas une équation, pas si bien, si égale, qui est censé évaluer le nombre de civilisations technologiques dans la Voie lactée. Là, il est en train de l'écrire sur le tableau avec N, c'est le nombre de civilisations, et vous voyez, c'est le produit de 7 facteurs qui sont dans l'ordre, c'est les taux de formation stellaire, combien d'étoiles sont formées par unité de temps dans la galaxie, quelle est l'attraction des étoiles qui a des planètes, combien de planètes sont des planètes un peu comme la Terre, dans les bonnes conditions,
sont à la bonne distance du Soleil. Donc tout ça, cette première partie, vous voyez, c'est des termes qui ont un rapport à l'astronomie. Là, c'est des questions. À l'époque, on ne connaissait rien, mais au moins, c'est des choses qu'on peut aborder via l'astronomie. Mais les facteurs suivants, là, quand vous voyez le F, c'est des fractions. C'est combien de ces planètes la vie est apparue, c'est combien de ces planètes-là l'intelligence est apparue, sur quelle fraction de celles-là, des civilisations technologiques, l'intelligence a évolué au niveau de la technologie, et finalement, quelle est la durée de vie de ces civilisations dans la phase technologique, oui, ça fait des signaux radio. Et donc, pour toute cette deuxième partie, vous voyez, on ne peut rien dire. Ni à l'époque de Drake, ni aujourd'hui. Mais, donc voilà. Maintenant, à l'époque de Drake, je vous dis, on connaissait quelque chose un peu avec, bon, certaines incertitudes sur le tout premier terme. Je crois que les pointeurs ne pointent pas. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez. Donc, pour les autres facteurs, pour pouvoir avoir une idée sur la valeur de ce nombre, bah, il faudra détecter au moins une autre civilisation. Sinon, on ne pourra jamais, au moins une autre forme de vie, pour avoir sur le facteur F, et ainsi de suite. Mais quand on va faire ça, déjà, on n'aura plus besoin de l'équation de Drake, on aura la réponse à nos questions. C'est pas la peine de passer par cette équation-là. Donc, on peut le dire tout de suite, l'équation de Drake n'a aucune valeur. Ça ne veut strictement rien dire sur le plan prédictif en tant qu'équation. Mais il a joué un rôle extraordinaire, très important, parce qu'il a aidé les gens à structurer les panneaux. Tout ce qu'on a comme connaissance, comme réflexion sur le sujet de la vie extraterrestre. Et sur ce plan-là, ça a joué un rôle très, très positif. Mais si vous essayez d'utiliser pour ça, dire, ah voilà, vous évaluez combien il y en a, je vous assure, ce n'est pas la peine, ne perdez pas votre temps. La réponse est entre 1 et 100 milliards, le nombre d'étoiles de la galaxie. Enfin, peut-être un peu moins, on va pas aller dans toutes, mais bon, ça ne sert à rien d'essayer d'évaluer à travers cette équation-là, quoi que ce soit. Mais il est important par le rôle qu'il a joué dans la structuration de notre pensée. Alors, le sujet de recherche. Au début, on appelait ça SETI avec C au départ, communication avec les gens extraterrestres. Les gens étaient optimistes, ils pensaient qu'on va communiquer assez rapidement, mais après quelques décennies, maintenant c'est SETI avec S, recherche d'intelligence extraterrestre. Recherche, ça veut dire on cherche, pas sûr qu'on va trouver. Donc c'est plus conforme à la réalité. Alors, il y a eu beaucoup de auscultations de signaux radio par divers radiotélescopes, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Afrique du Sud, et aussi l'émission de signaux radio, la plus célèbre, c'est celle-là, avec à droite, avec le radiotélescope d'Arecibo, Puerto Rico en 1974, vous voyez un signal radio qui a été émis vers un amas globulaire. Un amas globulaire contient des centaines de milliers d'étoiles, qui se trouve à très grande distance, des milliers d'années-lumière de la Terre. Ils ont une énorme concentration d'étoiles, donc peut-être parmi toutes ces étoiles, il y aura quelques-unes. Voilà, probabilité de civilisation. Et le signal, c'était tout ça, vous voyez, tout en bas, c'était codé bien sûr en système binaire, et je ne sais pas si vous pouvez lire à droite ce que ça signifie, les nombres binaires de à 10 en haut. Vous reconnaissez la chaîne moléculaire de l'acide désoxyribonucléique au milieu. En bas, c'est le radiotélescope d'Arecibo, et le plus haut, c'est le système solaire, les 9 planètes à l'époque. Le Soleil, c'est à droite, très proche. Et la troisième planète de la Terre est un peu plus haut. Voilà. Donc, si quelqu'un arrive, un extraterrestre arrive à déchiffrer tout ça, il doit être très fort. Hein. C'est pas évident du tout. Mais en tout cas, bon, c'était. Mais, bon, c'est lui qui avait envoyé ça, c'était Carl Sagan, vous savez. C'était un très très grand promoteur. Il a beaucoup diffusé ces idées-là dans les années 60 et 70. Mais ce qu'il voulait faire, c'était pas tellement, il ne voulait pas que ce signal va montrer des extraterrestres dans des milliers d'années. Mais ce qu'il voulait faire, c'était plutôt sensibiliser les terriens sur ces questions-là. Voilà, c'est un peu le base du cours, on fait des discussions, on discute, on en parle, on réfléchit sur notre position dans le cosmos, voilà. Et ça, c'est très positif aussi. Et
parce que sur le plan pratique, c'est à s'arracher les cheveux. On ne sait pas dans quelle direction envoyer des signaux possibilités, à quelle fréquence il faut regarder. Il y a la plage de fréquence dont je voulais parler au départ, mais dans cette plage de fréquence, il y a des millions de fréquences. Combien de temps il faut regarder? Est-ce qu'il suffit de sculpter un mois, un an, 10 ans, 100 ans? Voilà, on ne sait pas comment il faut le mettre, etc. C'est pratiquement sans espoir. Mais pourtant, le projet SETI a continué pendant longtemps. La NASA a interrompu le financement au début des années 90 et ça a continué sur fonds privé. Jill Tarter, c'était la directrice pendant longtemps. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Contact en 1997 avec Jodie Foster, la fille de Jodie Foster jouait le rôle de Jill Tarter. Donc on n'a rien trouvé jusqu'ici et on peut se demander comment on peut expliquer ce silence cosmique. Alors on va regarder un peu cette équation de Drake pour voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Déjà, vous avez vu les 7 termes, on va les regrouper en 3 catégories. Une première catégorie, on l'a vu tout à l'heure, c'est les termes de nature astrophysique. Là, c'est la seule partie de l'équation où on peut dire quelque chose aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut en dire. Et puis une deuxième partie, on va appeler ça un facteur biotechnologique, c'est le produit de 3 fractions avec light, intelligence, communication. Et puis un troisième terme, ce sera la durée de vie de la civilisation. Voilà. 1, c'est le facteur biotechnologique, et 3, c'est la durée de vie des civilisations à ce niveau technologique. Alors, je vous ai dit, au moment où Drake a compilé, on connaissait les tout premiers termes en haut. Mais des autres, on ne connaissait rien, on n'avait pas détecté de planète. Et la raison, c'est celle, bien sûr, une planète, elle est beaucoup moins brillante, des milliards de fois moins brillante que son étoile. Donc, on utilise essentiellement 2 méthodes. Il y a une troisième. La première, c'est de profiter du fait que la gravité est omniprésente. Donc, un petit objet autour d'un objet, même beaucoup plus gros, peut perturber son mouvement. Et si on observe avec une précision extraordinaire le mouvement de l'étoile, on peut déduire la présence d'une planète. Et utilisant les lois de Kepler, on peut même déduire la masse de la planète et le rayon de son orbite. Et c'est de cette manière qu'on a détecté la première planète extrasolaire en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence. Et puis, mais ce qu'on a détecté, c'était des planètes très massives près de l'étoile. C'est pour ça que les premières planètes étaient comme ça. Et la deuxième méthode, c'est la photométrie. Si la planète passe devant son étoile, l'éclat de l'étoile diminue un peu. La planète n'émet pas de lumière, donc l'éclat de l'étoile diminue un peu dans le temps du passage. Et après, on peut observer assez longtemps, ça va se reproduire et ainsi de suite. Donc voilà, c'est la méthode photométrique. C'est les 2 méthodes importantes. Donc depuis, on a détecté plus d'un millier de planètes extrasolaires, notamment grâce au télescope Kepler de la NASA. Et vous voyez ici une statistique. Maintenant, on a assez de données pour commencer à faire des statistiques. On connaît des grosses planètes. Après, à droite, vous voyez au milieu des planètes de genre Jupiter. Les planètes au milieu, c'est Neptune. Et puis au milieu, le vert, c'est des planètes un peu plus grosses que la Terre. Et le bleu, c'est des planètes de la taille de la Terre. Bon, il y a des... C'est pas direct tous ces genres de chiffres, il ne faut pas les prendre vraiment. Il y a des biais statistiques dont il faut tenir compte. Mais ce qui nous intéresse, nous, maintenant, ce n'est pas simplement d'avoir une planète, il faut qu'il soit plutôt de la taille de la Terre. Et en plus, comme la vie est intimement associée à l'eau liquide, et l'eau liquide n'existe que dans certaines plages de température, entre 0 et 100 degrés, on cherche des planètes qui sont ni trop près de l'étoile, là il fera trop chaud, il n'y aura pas de liquide, ni trop loin, ce sera de la glace. C'est ce qu'on appelle la zone habitable d'une étoile, et ça dépend bien sûr de la brillance de l'étoile. Pour le Soleil, qui est depuis là, il passe 5000 degrés, par rapport à haut, 5500 degrés. Vous voyez la zone habitable, c'est entre Vénus et Mars, la Terre c'est le trou au milieu. Mais on a trouvé des systèmes planétaires, vous voyez c'est l'île de Kepler 186, et il y a une de ces planètes,
Il y a 5 planètes et la 5e se trouve dans la zone habitable. Donc on a trouvé pas mal de planètes, c'est un vrai système planétaire. Ils sont près de l'étoile. L'étoile, c'est une étoile orange. Et on a trouvé une planète qui, potentiellement, on ne sait pas s'il a de l'eau, mais s'il y a de l'eau là, ça pourrait être dans l'état liquide. Donc c'est intéressant à regarder concernant la vie qu'on connaît sur Terre. Donc c'est grâce à ce genre de découvertes et à ce genre de statistiques que je voulais montrer qu'on évalue aujourd'hui, mais c'est des statistiques préliminaires, elles peuvent changer, peut-être pas du tout. Que, voilà, les résultats importants, vous l'avez en bas. La fraction des étoiles de type solaire avec des planètes telluriques, comme la Terre, dans leur zone habitable, c'est de l'ordre de 5 à 10%. Donc, parmi toutes les étoiles de type solaire, la fraction des étoiles qui peuvent avoir des planètes, c'est, disons, 1/10. C'est déjà ça. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et pour les années à venir. Je ne pense pas qu'ils vont pas rajouter beaucoup plus. C'est un bon chiffre à retenir. Et maintenant, on peut aborder cette équation à nouveau avec ce qu'on a vu. Et comme les taux de formation des étoiles de type solaire, c'était 1 par an environ dans notre galaxie, donc c'est 1/10 qui est intéressant pour nous. Donc les tout premiers facteurs, le facteur R astro, là, les produits des 3 facteurs plus hauts, on va les fixer. C'est l'information qu'on a par l'astronomie, 0,1 par an. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 autres facteurs à jouer, le F biotech et le L. C'est beaucoup plus confortable. On a 2 facteurs à jouer avec. Et qu'est-ce qu'on connaît sur les 2 facteurs? Rien du tout, sauf que ce F, comme c'est les produits de 3 fractions, chaque nombre est inférieur à 1, si vous prenez les produits de ce nombre, les produits est forcément inférieur à 1, c'est la limite supérieure. Si tous les facteurs sont égaux à 1, ce sera 1, mais sinon ce sera inférieur à 1. Donc on a une limite supérieure, c'est déjà ça. Pour la durée de vie, on ne connaît rien du tout, ça peut être centaines d'années ou ça peut être des milliards d'années. Alors maintenant, et c'est là où je vais demander un peu votre attention, parce qu'on va utiliser ces diagrammes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce diagramme? Sur l'axe en bas, on va mettre la durée de vie des civilisations, mais pas sur une échelle linéaire. C'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Ça veut dire que chaque morceau là, c'est un facteur, chaque indication, chaque grande barre là, c'est un facteur 10 plus grand que la précédente. Bon, là, c'est dommage. Ouais, ça ne marche pas, il n'y avait pas assez de. On le secouait un peu. C'est bien, mais je peux dire une heure là. Ah oui, vous avez raison. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notation avec les puissances exponentielles, mais 10 puissance 2, ça veut dire 10 fois 10, donc c'est 100 ici. Donc 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, c'est 10 fois plus grand. Ainsi de suite, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Et là, on est à 1 milliard d'années. Civilisation très, très de longue durée de vie. Voilà. Et sur cet axe-là, le vertical, en X, on a ces facteurs F. C'est toujours une échelle logarithmique. On a dit que la valeur maximale c'est 1. Là c'est 1/10, 1 centième, 1 millième. C'est là on va vers les facteurs de plus en plus bas. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur un diagramme qui est où les 2 axes sont logarithmiques, les produits N égale X fois Y, quand il est constant, il est représenté par des lignes droites. Comment on peut obtenir N, une valeur de N égale 1 par exemple? Soit avec un X très grand, là c'est 1 milliard, mais le F ici est très petit, 10 moins 8. Soit on peut être là-haut, tout à fait à gauche, voilà, là-haut, et là on a 0,1 pour F, c'est une valeur assez grande, mais on a seulement 100 pour la F. Donc voilà, ça c'est des lignes qui représentent ici une civilisation, 100, 10 000, 1 million. Là. Ok? Voilà. Je veux que vous compreniez ces diagrammes, bon, ça nécessite un peu, on n'a pas toujours forcément l'habitude de jouer avec ce genre de choses, mais on va l'utiliser par la suite. Alors, la zone qui se trouve tout à fait cette partie-là du diagramme, mais c'est en dessous de la ligne N égale 1. Donc ça veut dire que s'il y a des civilisations dans cette zone, elles sont seules.
Sur la ligne, ils sont vraiment seuls, et en bas, ils sont 6. Alors, exemple, vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça signifie d'avoir 0,1 civilisation. Alors, ça a un sens quand même, d'être, par exemple, si vous prenez 10 puissance 4 là et 10 moins 5 là, vous allez trouver 0,1. Ce sera dans ce diagramme-là, par là. Mais 0,1 civilisation, ça voudrait dire que, parce que c'est toujours pour une durée de vie, puissance 4 ans. Ça veut dire que il y a une civilisation qui apparaît, elle vit pendant 10 000 ans, elle disparaît, et pendant 90 000 ans, il n'y a plus rien. Et puis il y a une autre qui apparaît. Elle est toute seule, elle vit pendant 10 000 ans, toute seule dans la galaxie, pas dans l'univers. Là, on parle de la galaxie, on ne parle pas d'autres galaxies. On ne parle pas de l'univers, on parle de notre galaxie uniquement, qui a 100 milliards d'étoiles. On ne parle pas du reste de l'univers. Parce que déjà, on a assez de problèmes avec notre galaxie. Les étoiles sont relativement proches. Maintenant, les autres galaxies sont à des millions d'années-lumière de la Terre. Bon, pas la peine d'en tout faire pratique, elles sont qu'ils parlent. On n'a pas à s'occuper. Donc, ça veut dire, cette région de là, ça veut dire qu'il y a une civilisation à un instant donné, et qui est seule, et qu'après sa disparition, il n'y a plus rien pendant longtemps. Et puis il y a une autre qui apparaît, et ainsi de suite. Peut-être que c'est ça qui correspond à la réalité. Puisque la vie est tellement rare, vous voyez, ça correspond à des régions où le facteur F n'est pas très élevé. Donc, on peut imaginer. Là, je crois que je l'ai. Donc, le facteur, la probabilité d'apparition d'une telle civilisation n'est pas élevée, ou sa durée de vie n'est pas assez élevée, et du coup, elle se retrouve seule, elle disparaît, après une autre arrive, etc. Peut-être que c'est comme ça que ça se passe dans l'univers, on n'en sait rien. Alors maintenant, on peut essayer encore de dire quelque chose de plus précis quand même, sur les questions de la communication. Alors ça, c'est notre galaxie, puis c'est un infrarouge, donc c'est les étoiles que vous voyez là, avec l'huile au centre. Notre Soleil se trouve à 26 années-lumière du centre. Là, on va dire que cette galaxie, c'est un cylindre très aplati. On connaît les rayons, 40 000 années-lumière, on connaît la hauteur, 2000 années-lumière. Et on va supposer, et c'est la chose la plus simple qu'on va faire, on va supposer que s'il y a des civilisations, ils sont distribuées de manière plus ou moins uniforme dans ces cylindres. Pourquoi il faut passer l'hypothèse la plus simple? On a dit le principe de Copernic. Notre position n'a rien de spécial, c'est un peu partout la même probabilité. Donc s'il y a quelqu'un qui a une idée qu'ils sont tous ramassés au centre galactique, oui, d'accord, peut-être qu'il y a 1000 civilisations qui se trouvent au centre galactique et il n'y a rien d'autre à l'extérieur. C'est une hypothèse totalement arbitraire. La plus simple, c'est de dire que comme nous on est un peu à la périphérie, peut-être qu'il y a un autre un peu partout, et voilà. Donc si vous remplissez donc ce cylindre avec des sphères, donc les centres se trouvent à des distances d, ben, on peut calculer la distance d entre ces sphères. Ça va dépendre du nombre de sphères. Si vous avez juste deux sphères, deux civilisations, ben, le plus probable c'est que l'une se trouve à l'un bout de la galaxie et l'autre à l'autre bout. Donc leur distance est très grande, 50 000 années-lumière. Si vous avez beaucoup de civilisations, elles seront beaucoup plus proches l'une de l'autre. Donc voilà, ça, vous le voyez ici, sous forme graphique, c'est en fonction du nombre de civilisations, c'est toujours cette échelle logarithmique en parle. Donc 10 puissance 9, ça veut dire 1 milliard de civilisations. Si vous avez sur l'autre axe, c'est la distance à l'année-lumière. Et vous voyez, si vous avez 1 milliard de civilisations, c'est tout à fait en droite, leur distance moyenne, c'est de l'ordre de, vous allez lire cet axe logarithmique, c'est 10 tout à fait en bas, là c'est plutôt 30, ça correspond à peu près à 30 années-lumière. Donc même s'il y avait 1 milliard de civilisations dans la Voie lactée, la distance moyenne entre deux civilisations serait de 30 années-lumière. Maintenant, s'il y en a deux, c'est tout à fait à l'autre bout, vous voyez la distance devient énorme, c'est presque 50 000 années-lumière. On a dit tout à l'heure, il y aura une ici et l'autre à l'autre bout de la galaxie. Et il y a quelques cas intermédiaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il essayait de trouver Drake? La probabilité de communiquer avec les civilisations, échanger des signaux. Mais les signaux sont échangés à la vitesse de la lumière. Il y a une vitesse limite.
C'est ça depuis Einstein. Donc, si on veut que des civilisations soient capables d'échanger des signaux à la vitesse de la lumière, il faut qu'elles vivent assez longtemps pour que la lumière puisse faire un aller-retour. C'est la moindre des choses. Donc, on va imposer cette condition-là. On va demander que la durée de vie d'une civilisation soit au moins égale, donc supérieure, à 2 fois le temps, et le temps, c'est la distance divisée par la vitesse de la lumière. Et ça, on va le mettre sur notre diagramme. Le diagramme qu'on a vu tout à l'heure. Et on obtient ça. Déjà, vous avez vu ça précédemment. Et là, on a vu 2 civilisations. On a vu la région où on est seul de toute manière. Là, on ne peut pas échanger quoi que ce soit. Et maintenant, vous voyez apparaître 2 régions qui sont, oubliez la région verte. Là, c'est les civilisations qui vivent au moins 100 ans. J'ai pris la durée de vie de notre civilisation technologique. À partir du moment où on était capable d'émettre et de recevoir des signaux radio, c'est 1 siècle à peu près qu'on fait ça. Donc, les 2 régions que vous voyez là, la région blanche et la région orange, ça correspond à la région où la communication est impossible. Là, la durée de vie de la civilisation n'est pas assez longue pour que les signaux radio passent à aller-retour. Et c'est là où la communication est possible. Et vous voyez déjà qu'on arrive, si vous voyez l'échelle de temps à quoi ça correspond, vous pouvez la lire en bas, tout à fait en haut, c'est quand même de l'ordre de 10 puissance 4 ans. C'est de l'ordre de 10 000 ans. Si les 2 civilisations veulent échanger des signaux radio, il faut qu'ils vivent au moins 10 puissance 10 000 ans. Et tout ça sous l'hypothèse qu'elles sont uniformément distribuées dans la galaxie. Donc vous voyez le rôle joué par le facteur L de la durée de vie d'une civilisation. Il est extrêmement important. Parce que souvent, quand on parle du nombre d'étoiles dans la galaxie, on dit il y a 100 milliards, ah oui, pourquoi il y aurait beaucoup. C'est de nombreuses civilisations, c'est à la manière dont les futurs a raisonné. Mais on néglige ce facteur-là. Même s'il y a une forme de vie développée, pas vivre éternellement. La plupart des espèces qu'on connaît sur Terre, vous savez que 99% des espèces qui n'ont jamais apparu sur Terre ont disparu. Elles n'existent plus aujourd'hui. Pas uniquement les mammouths et les dinosaures. Il y a plein d'autres espèces qui sont disparues. Et on évalue la durée de vie moyenne d'une espèce à 8 millions d'années. Donc, on n'est pas là, les espèces mettent 8 millions d'années. Mais 8 millions sur cette échelle, c'est presque 10 puissance 7. Hein? Mais vous voyez, il suffit quand même si on imagine une espèce de civilisation vive 10 puissance 7 ans, il suffit que la probabilité soit assez bas, 10-6, parce qu'il ne faut pas négliger non plus l'autre facteur biologique, pour qu'on se trouve seul de toute manière. Donc, ce n'est pas évident. En tout cas, voilà pour ce qui concerne la communication. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à la possibilité, et notre paradoxe qui a été formulé pour la première fois, enfin pas pour la première fois, on va voir un peu l'histoire, par Enrico Fermi. Enrico Fermi, c'était un très très grand physicien italien qui a suivi le régime de Mussolini en 1934, il est français, il est allé aux États-Unis, et là il a pris la première pile atomique, et il a participé aussi au projet Manhattan de la construction de la première bombe atomique. Alors, lors d'une discussion en 1950, au laboratoire de Los Alamos, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1947, c'était les premiers rapports aux États-Unis concernant les ovnis, les objets volants non identifiés. Il y avait beaucoup de discussions, les journaux écrivaient tout le temps, etc. Donc, Fermi et ses collègues ont discuté à propos de ça. Bien sûr, ils ont rejeté la possibilité que ce soit des extraterrestres. Mais Fermi a soulevé quand même le fait qu'on n'a aucun signe de la présence d'extraterrestres, pas seulement des vaisseaux, mais des robots, des artefacts, etc. sur Terre. Et il a formulé ce paradoxe sous la célèbre question « Où sont-ils » Ce qu'il voulait dire de manière très elliptique, c'est s'ils existent, s'ils sont nombreux, pourquoi on n'a jamais vu sur Terre une trace de civilisation? On va analyser ce paradoxe un peu plus tard. Alors, pour l'instant, il faut dire que ça n'a jamais été écrit.
La première fois où j'ai trouvé une trace écrite de cette question, c'était dans un article de Carl Sagan en 1963, sur les effets relatifs du voyage interstellaire. Donc, il le mentionnait, c'était juste la phrase, en note en bas de page. Où sont-ils? Mais sans aucun commentaire. Et Sagan, qui a coécrit avec un physicien russe, Joseph Shklovsky, en 1965, les meilleurs, à mon avis, livres jamais écrits sur l'histoire de l'intelligence extraterrestre. S'il y a un livre à lire, même 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, c'est celui-là. La vie intelligente dans l'univers. Si vous le trouvez, mais profitez-en, parce que même tout ce qu'on écrit aujourd'hui, ça ne vaut rien. Toutes les réflexions qu'on pourrait faire sont faites de manière limpide. Et même beaucoup plus argumentées, beaucoup plus raisonnables que ce qu'on raconte aujourd'hui. Bien sûr, sauf pour ce qui concerne le planète extrasolaire. Ce n'est pas l'existence à l'époque. Donc, cette phrase, où sont-ils, se trouve dans ces livres aussi, à nouveau sans aucun commentaire. Donc, manifestement, Sagan sentait que c'était quelque chose d'important, mais il ne savait pas très bien quoi faire avec cette équation. Avec cette proposition, cette question de faire. Donc, du coup, c'est un autre astronome américain, Michael Hart, qui a écrit un article à 1975 où il a redécouvert de manière complètement indépendante les arguments de Fermi. Et il s'est posé la question, effectivement, pourquoi il n'existe pas. Vous voyez, le titre de l'article, c'est une explication de l'absence des extraterrestres sur Terre. Et ses conclusions, elles étaient assez radicales. Il disait que il y a la seule conclusion logique, et vous allez voir que c'est effectivement la seule conclusion logique, c'est qu'il y a peu d'autres civilisations et probablement aucune. Donc, du coup, la recherche des signaux extraterrestres est une perte de temps et d'argent. Et vous imaginez que ça, c'était par rapport à l'enthousiasme de Sagan et de Drake à l'époque, qui essayaient de promouvoir les recherches des signaux extraterrestres, c'était effectivement quelque chose qui n'allait pas dans leur sens. Et puis, bon, une troisième conclusion, mais ce n'est pas très important. Donc, suite à cet article a créé une très grande polémique, et c'est suite à cette polémique que Sagan a donné le nom paradoxe de Fermi à cette problématique. Le terme paradoxe de Fermi n'existe qu'à partir de 1975, c'est-à-dire un quart de siècle après la formulation de la célèbre question par Fermi. Alors, maintenant, vous savez, même si on attribue à quelqu'un une réflexion, ça ne veut pas dire qu'il était forcément le premier qui a réfléchi à tout ça. Hein? Ça se passe souvent dans les sciences, dans l'histoire des idées, etc. Il y a d'autres personnes qui ont pensé à quelque chose, qui ont dit. Et puis, beaucoup plus tard, à un autre endroit, quelqu'un d'autre a refait la même réflexion, une réflexion similaire, et à un moment, on prend connaissance. Donc, d'après ce que je sais, les premiers qui avaient fait une réflexion de ce genre, c'était Bernard de Fontenelle, qui était aussi secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui a écrit un livre qui était probablement le premier best-seller de vulgarisation de son époque. C'était Conversation sur la pluralité du monde, qui est écrit sous forme de dialogue entre un philosophe, donc l'auteur lui-même, et une charmante marquise qui pose des questions, qui joue le rôle du candide. Et donc, à un moment, il parle de la nature en général. Et à un moment, le philosophe dit, il existe d'autres mondes habités dans l'univers, et même sur la Lune. Et la marquise dit, si c'était le cas, les habitants de la Lune auraient dû rendre visite. Vous voyez, c'est un peu la question de Fermi. Et la seule chose que les philosophes trouvent à exhorter, c'est que le temps nécessaire pour maîtriser les voyages spatiaux est très long. S'il est supérieur à 6000 ans, on comprend pourquoi ils n'ont pas pu encore arriver ici. Pourquoi 6000 ans? Parce qu'à l'époque, bien sûr, on ne connaissait pas l'âge de la Terre, du Soleil, de l'univers, et on basait tout ça sur les récits bibliques. Vous savez, on compte dans la Bible toutes les générations, depuis Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et on connaissait l'âge de ces gens, ça tournait dans les 900 ans, 900, etc. Et on arrivait à 6000 ans environ.
Donc l'idée qu'on avait de la création du monde, c'était, ça s'est produit il y a 6 ans. Donc selon Fontenelle, effectivement, on comprend pourquoi ils n'ont pas pu arriver ici. Puisque nous, on n'a pas pu aller sur la Lune à l'époque de Fontenelle, même non plus. Mais notez que l'argument de Fontenelle, c'est symétrique par rapport aux habitants de la Lune et aux habitants de la Terre. Puisque la Lune et la Terre, les récits bibliques sont formés à la même époque. Donc, si eux, ils ont autant de temps que nous. Ils n'ont pas plus de temps. En revanche, aujourd'hui, on sait qu'il y a des étoiles qui étaient formées bien avant le Soleil. Donc, la question n'est pas symétrique. Le fait que nous, on ne peut pas aujourd'hui aller vers les étoiles, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le temps d'aller jusqu'ici, ils n'ont pas développé la technologie, puisqu'ils ont des millions d'années devant eux, s'ils sont été formés avant. Et puis, il y a d'autres qui ont développé le même genre de raisonnement, notamment le père de l'astronautique, Konstantin Tsiolkovsky, qui est un enseignant russe, c'est lui qui a développé la physique des fusées, l'aspect mathématique des fusées, notamment cette fameuse équation de la vitesse des fusées, en fonction de la vitesse du combustible. Et Tsiolkovsky, ce n'était pas seulement un excellent mathématique, il était aussi un philosophe, un visionnaire. Bon, on pourrait parler de ça en limite. Il pensait que l'expansion de l'espèce humaine dans l'univers, c'est inéluctable. C'est écrit c'est notre destin. Sa phrase caractéristique est que la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie au berceau. Alors, Tsiolkovsky avait réfléchi un peu parce que l'absence d'extraterrestres lui posait problème. Si d'autres civilisations existent, si le destin de l'homme c'est les étoiles, ben, probablement le destin des autres aussi devrait être les étoiles. Alors pourquoi ils ne sont pas là? Et ce qu'il avait pensé, mais ça on l'a trouvé beaucoup plus tard. Parce que tout ce qu'ils écrivaient les Russes, les soviétiques à l'époque, n'était pas forcément traduit à l'ouest. Et donc, on a découvert des écrits de Tsiolkovsky beaucoup plus tard, dans les années 90, et là, effectivement, on a trouvé que la traduction a été faite dans les années 90, c'était dans les archives russes pendant longtemps. Donc, ils pensaient qu'ils nous ont laissé évoluer par nous-mêmes pour atteindre la perfection et avoir notre contribution singulière à l'évolution du cosmos. Donc, rejoindre une sorte de communauté galactique de civilisation intelligente. Alors, ce paradoxe de Fermi, vous savez, il y a plusieurs paradoxes, pas seulement en physique de Fermi, mais aussi ailleurs en physique, en astronomie, paradoxe de Zénon, avec Achille et la tortue, c'est aussi très connu en maths. Alors, chaque paradoxe est basé sur le fait qu'il y a une ou plusieurs hypothèses derrière, et au moins une de ces hypothèses est fausse. C'est comme ça qu'un paradoxe est expliqué. Alors, quelles sont les hypothèses? On peut essayer de disséquer les paradoxes de Fermi. Donc, notre civilisation n'est pas la seule civilisation technologique dans la galaxie, déjà. Ça, c'est l'hypothèse de base. Elle est typique en plus. Typique, ça veut dire quoi? Au sens découvert. Elle n'est pas la plus avancée, elle n'est pas la seule qui désire à explorer, à communiquer. Les autres vont faire pareil aussi. Il n'y a pas que nous qui voulons explorer l'univers. Et ensuite, les deux dernières hypothèses, c'est que le voyage interstellaire n'est pas trop difficile, pas pour nous-mêmes, une civilisation de 100 ans de technologie, mais une civilisation plus avancée, avec des milliers d'années de technologie derrière. Et ils ont entrepris ce voyage. Et finalement, il n'est pas impossible de coloniser, en fait, d'aller dans la galaxie dans un temps relativement court. Par rapport à quoi? Parce que c'est relatif, bien sûr. Par rapport à l'âge de la galaxie. La galaxie est là depuis 10 milliards d'années. On va voir dans un instant l'analogie pour les chronologies, mais en tout cas, le temps de la colonisation de la galaxie est beaucoup plus court par rapport à son âge. Donc, si vous mettez ensemble 1, 2, 3 et 4, la conclusion est qu'ils devraient être ici. Or, ils ne sont pas. Donc, c'est le paradoxe de Fermi. Alors, effectivement, pour répondre à ce paradoxe, on verra brièvement plus tard les réponses. Oui, il suffit d'invalider une ou plusieurs de ces 4 hypothèses. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la quatrième, même la troisième qui est invalide. Le voyage interstellaire n'est pas possible. Voilà, tout simplement. Et puis on arrête la foi.
Oui, mais pourquoi? Pas évident. Il y en a d'autres qui, ça c'est les arguments sociologiques, oui, ne sont pas typiques. Hein. Nous, on veut aller explorer, faire des choses, etc., mais ils ne veulent pas. Donc on est atypique alors, parce que là on parle de nombreuses civilisations. Et puis celles qui veulent démolir l'idée de civilisation extraterrestre, elles valident la première hypothèse. Bah, simplement, la première hypothèse n'est pas valable, on est sur c'est aussi simple que ça. Alors, les voyages interstellaires, bon, on va parler rapidement, et d'ailleurs j'ai pas perdu les sons du temps, il faut les trouver, c'est déjà assez tard. Oups. Bon, vous savez que la distance Terre-Voyager, Voyager c'est la sonde qui est partie il y a une trentaine d'années pour le système solaire, maintenant elle est arrivée au bord de l'héliosphère à 18 milliards de kilomètres, donc beaucoup plus loin que Pluton, 3 fois la distance Soleil-Pluton, et c'est l'objet le plus rapide qu'a construit jamais l'homme, il vogue à une vitesse moyenne de 25 km par seconde, 90 000 km par heure. C'est énorme en vitesse, mais si vous rapportez ça en km par seconde, ça fait 25. Donc, autour de notre voisinage solaire, vous voyez le soleil au milieu, l'étoile la plus proche, Proxima de Centauri. Donc, sur une distance de 10 années-lumière, il y a quand même une vingtaine d'étoiles. Et l'étoile la plus proche se trouve à 40 000 milliards de kilomètres. Donc, 4,3 années-lumière, c'est 10 000 fois plus loin que Neptune. Et pour atteindre les étoiles dans un délai raisonnable, qu'est-ce que c'est raisonnable? C'est une quarantaine d'années. C'est une durée de vie scientifique. Enfin, maintenant, si on arrive à vivre 4000 ans, c'est une autre histoire, mais on n'est pas encore là. Donc, 40 ans, il faudrait une vitesse d'au moins un dixième de la vitesse de la lumière. 30 000 km par seconde. Vous voyez, Voyager, c'est à 25 km par seconde. Donc, il faut qu'on puisse augmenter notre capacité de propulsion d'un facteur 1000. Ça, c'est pas évident. Alors, je ne vais pas vous parler des projets de voyage interstellaire, on n'a pas le temps. Et je vais aller très rapidement sur ce transparent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nécessite d'énormes quantités d'énergie. Aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre ce genre de voyage. Mais si on raisonne en termes d'augmentation de notre capacité énergétique, on peut penser que ce soit 1% par an, 2% par an. On peut raisonnablement espérer que d'ici 2 siècles, on pourrait entreprendre un voyage interstellaire, envoyer une sonde vers les étoiles à une vitesse élevée, un dixième de la vitesse de la lumière, pour arriver là à une quarantaine d'années. C'est le projet d'Édalus, le projet les plus complets jamais réalisé dans les années 70, c'est un projet sur papier, pas un projet expérimental. Donc, mais ils ont raisonné sur les méthodes de propulsion, sur le voyage terrestre, un voyage aller simple, sans équipage en plus. Il y a juste une sonde qui passe pendant quelques heures, qui traverse le système. Il ne s'agit pas de freiner, prendre des photos, etc. Non. On traverse à une dixième de la vitesse de la lumière dans le système de Epsilon et Lugani. À l'époque, on ne savait pas s'il y avait des planètes à côté, autour de l'étoile. Aujourd'hui, on le sait. Mais il y a aussi la possibilité, là on pense à autre chose, des projets beaucoup plus légers, parce que la technologie permettrait de construire des sondes beaucoup plus légères, non pas d'une dizaine de tonnes, mais de quelques grammes sur lesquels on pourrait mettre tous les détecteurs qu'on aimerait, et dans ce cas-là, les besoins énergétiques sont beaucoup plus faibles. En tout cas, c'est cet ordre-là. Dans un siècle, 2 siècles, ça dépend de ce qu'on considère. Il n'est pas impensable qu'on envoie des sondes vers les étoiles les plus proches. Donc, on pourrait envisager une colonisation de la Voie lactée. Alors, les gens qui ont pensé, c'est un schéma très simple, pour vous donner une ordre de grandeur du temps que ça prendra. Il y a une seule civilisation, on envoie, et ça marche par étapes de 700 ans. Qu'est-ce que ça veut dire une étape? C'est le temps d'aller, vous avez 700 ans, vous pouvez aller à votre pas, à votre rythme, c'est pas la peine de se précipiter, à une dixième de la vitesse de la lumière, on a dit, c'est largement suffisant. Donc, 500 ans, on envoie 2 sondes à 2 étoiles proches, et on arrive sur place, on s'installe, et on construit encore 2 sondes sur chaque étoile qu'on a colonisée. Et on envoie 2 sondes, donc 4 sondes. Et ainsi de suite. Ça se multiplie par facteur de 2. Chaque étape, le nombre d'étoiles explorées augmente un facteur 2. Donc on joue avec les puissances 2. 2 fois 2 ça fait 4, 2 fois 4 ça fait 8, du 16, etc. Donc au bout de la 4e étape, 2000 ans, on a 16 étoiles explorées.
Au bout de la 7e étape, au bout de 3500 ans, 128 étoiles. Au bout de la 10e étape, on est déjà à 1024 étoiles. Et ainsi de suite. Bon, vous pouvez faire les calculs, vous allez voir qu'au bout de 7500 étapes, ça fait environ 100 milliards d'étoiles. Et ça ne fait que 3,7 millions d'années. 3,7 millions d'années pour qu'une seule civilisation, avec ces techniques, bon, il y a plusieurs estimations, et ça c'est juste une estimation, mais il y a plusieurs, ça varie entre quelques millions et 100 millions d'années, pas plus. Donc ça peut vous paraître énorme, 100 millions d'années, mais c'est inférieur à un centième de la vie de la galaxie. C'est rien du tout par rapport au temps qui ont les autres galaxies. Et là, vous avez certainement vu ça, on appelle ça un calendrier cosmique, où on arrêtera d'être ici, on fait rentrer l'histoire de l'univers et de la galaxie d'une milliard d'années en une année. Et là, vous voyez que les étoiles sur cette échelle, la Voie lactée se forme au mois de mars et le Soleil arrive au mois d'août. Il y a plein d'étoiles qui arrivent avant le mois d'août. Et puis, le mois de décembre, il se passe énormément de choses. Les dinosaures disparaissent, ils sont là. Le 29 décembre, il y a 65 millions d'années. Et puis, tout le reste, ça se passe, voilà, une seconde avant le minuit, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bon, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. C'est très instructif parce que souvent, quand on parle des millions d'années, on se dit, ah oui, mais les millions d'années pour aller dans la galaxie, c'est grave, c'est important, c'est beaucoup, etc. Mais ça ne représente rien. Dans cette échelle-là, 65 millions d'années, c'est ce qui nous sépare de la disparition des dinosaures, c'est 3 jours, les 3, 29, 30 et 31 décembre. Donc, sur cette échelle-là, il faut quelques jours pour coloniser toute la galaxie, pour qu'une seule civilisation, si elle arrive à survivre quelques millions d'années. Et comme il y a plein d'étoiles qui sont parues avant la Voie lactée, on peut se demander, avant le Soleil, on peut se demander pourquoi. Alors, les réponses qui sont posées à cette question, c'est des 3 sortes. Où sont-ils? Et ils sont déjà ici. Ils ou leurs sortes sont venus par le passé, ils ont observé, ont même créé nos ancêtres. C'est notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette célèbre œuvre de Clark et Kubrick. Dans les Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, on découvre le monolithe sur la Lune, qui est l'œuvre des extraterrestres. Mais avant, 4 millions d'années avant, ce monolithe était venu sur Terre, il avait infligé, un peu insufflé d'une certaine manière l'intelligence de notre Terre. Donc, peut-être qu'ils ont même créé. Bon, bien sûr, ça n'a fait que déplacer les problèmes. Alors, la deuxième réponse, c'est ils sont là-bas, ils existent, mais pour des tas de raisons. Et toutes ces raisons sont de nature sociologique en général. Ils ne désirent pas venir, ils ont d'autres intérêts, ils ne peuvent pas venir par la civilisation est rapidement détruite. Et là, c'est la durée de vie des civilisations qui rentre. Fermi pensait en fait que, vous savez, à l'époque, on était à la période de la guerre froide, on avait peur d'une holocauste nucléaire, et on pensait qu'une civilisation, quand il arrive aux portes de l'atome, avant de maîtriser l'atome, il disparaît, il n'arrive pas à vraiment maîtriser ça. C'est une étape de son évolution. Le développement de la technologie en général, ça peut être une étape très difficile pour qu'une civilisation puisse passer. Voilà. Ou encore, ça c'est l'hypothèse de Tsiolkovsky, ils existent, mais ils observent des loin, ils attendent que l'événement mature par eux-mêmes, ils ne veulent pas interférer, ou même ils nous observent comme dans un zoo, c'est l'hypothèse de John Ball, et notre astronomie américain, etc. Et vous pouvez rajouter là toutes sortes de considérations. Je suis sûr que vous en avez plein dans la tête. Il y a même un livre qui s'appelle 50 explications du paradoxe de Fermi. Et la deuxième édition, maintenant, c'est 100 explications. Voilà, il y a une centaine. Mais je vous assure que la plupart, c'est de nature, voilà, de ce genre de nature-là, sociologique. Ce qui ne veut rien dire. On n'a pas de sociologie de civilisation extraterrestre. Chacun peut venir avec son explication. Et puis, il y a une troisième possibilité, ils sont déjà ici, ils sont là-bas, mais ils sont nulle part, et nous sommes seuls. Et cette explication-là est avancée, pas seulement par certains astronomes comme Carl, mais aussi, surtout, par des biologistes. George Gaylord Simpson, ou Ernest Mayr, qui est une Nobel de médecine, c'est des biologistes. Et les biologistes sont bien placés pour savoir que, enfin, ils sont très sceptiques quant à l'existence d'une forme de vie intelligente dans la Voie lactée, parce que ils sont conscients du fait que le développement d'intelligence sur Terre n'était pas un processus linéaire. On a l'impression que c'est un processus, une longue fleuve tranquille, où la complexification vers des êtres de plus en plus complexes ou d'intelligence se passe naturellement. Mais non, ça ne répond pas.
On a plein d'exemples. Il y a eu au moins 5 grandes catastrophes lors du développement de la vie sur Terre. Bon, la dernière, c'est la plus célèbre, la disparition des dinosaures. Mais il y a une autre, il y a 280 millions d'années, qui a fait disparaître 95% de toutes les espèces, y compris les espèces marines. Et bon, ça, on le sait maintenant. Donc, dans ces conditions-là, on peut se demander si c'était aussi évident. Alors, maintenant, dernière étape, comment on peut, c'est ce que j'ai fait dans un article il y a quelques années, le paradoxe de Fermi, c'est ce que je viens de vous présenter, mais contrairement à l'équation de Drake, il n'y a rien de quantitatif là. Vous n'allez jamais trouver quelque chose de quantitatif sur le paradoxe de Fermi. C'est juste des considérations un peu brassées du ventre. Mais on peut le mettre en termes quantitatifs exactement comme on a formulé le paradoxe de l'équation de Drake. Dans le cas de Drake, c'était l'échange des signaux radio. On avait dit que notre contrainte, c'était que la durée de vie de la civilisation devrait être supérieure au temps qu'il fallait pour que les signaux puissent faire l'aller-retour. Mais là, c'est pareil. On va dire, vous avez dans le sens. Dans le cas du paradoxe de Fermi, on va simplement dire qu'il y a plein de civilisations et qui se propagent dans la galaxie à une certaine vitesse. Qui sera forcément inférieure à la vitesse de la lumière. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, il faut que leur durée de vie soit celle qu'il faut, au moins, pour se propager assez. Et que s'il y a plusieurs civilisations qui se propagent, il faut que ça, l'une touche à l'autre, donc à cette vitesse-là. Et si ça se produit, donc ils auront exploré toute la galaxie. Dans ce cas-là, il faudrait qu'au moins une arrive jusqu'à nous. Voilà. Donc, exactement de la même manière, vous voyez, c'est le même raisonnement. C'est pas très différent. Et on peut utiliser les mêmes diagrammes qu'avant. Et on voit qu'il y a, tout comme avant, il y a une région où on comprend pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'ici. Leur durée de vie n'est pas assez grande. Hein? Et puis, il y a une région du diagramme, toutes celles-là, qui dépend un peu, vous voyez, 3 couleurs différentes. Et c'est parce que ça correspond, vous voyez en haut, c'est à une vitesse de propagation donnée. Le plus à gauche, l'orange, commence à 1/10 de la vitesse de la lumière. Voilà, là, l'autre, encore plus orange, c'est 1/100, et là c'est 1/1000 de la vitesse de la lumière. Donc chaque fois il faut plus de temps, et donc ça déplace la limite à gauche, un peu plus à droite. Donc là il y a suffisamment de temps. Et là la question de Fermi est tout à fait pertinente. S'il y a beaucoup de civilisations, si on est dans cette zone-là, s'il y a 10 000 civilisations, c'est les puissance 4, pourquoi ils sont pas, ils ont tous les temps qu'il faut. Hein. Et donc, voilà, ça nous fait réfléchir, effectivement. Est-ce que toutes les civilisations sont condamnées à disparaître au bout de quelques milliers d'années? C'est ça pourrait être une explication du paradoxe de Fermi. Dans ce cas-là, on apprend beaucoup de choses, même sur nous-mêmes. On est condamné à disparaître, nous aussi. Voilà. Alors, bien sûr, on pourrait se dire que oui, il se contente d'envoyer des signaux et avant de se lancer dans cette entreprise, il attend des millions d'années pour détecter des signaux radio pour être sûr qu'il y a quelqu'un. Ils ne vont pas se lancer comme ça. Mais ce n'est pas très raisonnable parce que s'ils vivent assez longtemps et s'ils veulent trouver leurs semblables et communiquer avec eux, mais est-ce qu'ils choisiraient justement d'ausculter seulement le ciel ou de développer des voyages interstellaires? Parce que dans le deuxième cas, ils pourraient avoir un résultat concret. Ils peuvent ausculter le ciel pendant des millions d'années, dans toutes les directions. S'ils ne détectent rien, qu'est-ce que ça va leur dire? Qu'ils sont seuls? Pas vraiment. Il se peut qu'il y ait d'autres ailleurs. Vous savez, il y a quelques milliers d'années, il y avait des Égyptiens qui construisaient des pyramides, mais pourtant ils ne mettaient pas des signaux radio. Donc peut-être qu'il y a des civilisations là-bas qui construisent des pyramides, qui sont au stade de l'agriculture, qui découvrent l'agriculture, etc. Mais toutes ces civilisations sont indétectables en radio. Si on veut avoir les cœurs nets, et si nous on est évolué, là je place à la place d'une civilisation un peu plus avancée que la nôtre, mais je vais faire des voyages interstellaires pour savoir vraiment, pour aller voir ce qui se passe. Donc, on arrive à la fin de notre exposé. Alors, la question, où sont-ils? Depuis que l'homme existe, probablement il s'est posé cette question. Dans un premier temps, on va regarder au sein de notre système solaire. On a même
il y a même des gens qui ont développé, qui ont formulé des craintes. Est-ce qu'il faut aller à leur rencontre? Et l'exemple le plus célèbre, c'était La guerre de Trente, la guerre de George Wells. C'était son célèbre ouvrage qui a été même fois tourné en film au cinéma. La dernière fois, c'était avec Tom Cruise, mais c'était pas une réussite vraiment. La plus grande réussite, c'était une histoire d'une invasion des Martiens sur Terre, je ne sais pas si vous connaissez. Et ça a fait beaucoup de bruit en 1938, quand Orson Welles, un grand réalisateur, metteur en scène, et l'homme de théâtre aussi, lors d'une émission radiophonique à New York, en 1938, mais il a fait sous forme de reportage. Il a mis des reporters qui annonçaient au journal qu'il y a une invasion des Martiens sur Terre, que le pont de Brooklyn est détruit, etc. Et ça a créé une fuite des habitants de New York. Ça a créé une vraie panique à New York. C'était tellement réaliste que, bon, après, on lui a fait les oreilles. Donc maintenant, on est au stade où on cherche dans notre galaxie, on regarde l'immensité galactique et on se pose la question. On n'a toujours pas de réponse. Peut-être qu'on n'aura pas pendant des millions d'années. C'est une question en tout cas qui exprime à la fois nos espoirs, parce qu'on pourrait effectivement penser que s'ils existent, ils sont plus développés que nous, ils auront trouvé plein de choses intéressantes, des moyens pour combattre les maladies, mais surtout des moyens pour pouvoir coexister pacifiquement entre nous, pour ne pas détruire notre propre civilisation. Donc sur ce plan, c'est l'espoir, mais il y a aussi des craintes. Des craintes exprimées par Wells. Est-ce qu'ils seront pacifiques? Ne serait-ce que les contacts avec une civilisation plus développée, est-ce qu'ils vont nous détruire? On a des exemples. Les Indiens, les Amérindiens ont été complètement détruits par leur contact avec les Européens, avec les Espagnols. Vous savez, les transmissions des maladies, l'esclavage, etc. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? C'est forcément bénéfique, comme l'a formulé de manière extraordinaire Arthur Clarke dans l'introduction de son livre 2001, l'Odyssée de l'espace. Un jour, entre les étoiles, nous rencontrerons nos égaux pour nos maîtres. Voilà, je pourrais terminer là, mais je préfère terminer sur une note humoristique. Après, c'est l'histoire, une note plus légère. Donc, voilà, là ils disent, parfois je pense que la preuve de l'existence d'intelligence extraterrestre, c'est qu'aucune d'entre elles n'a essayé de rentrer en contact avec nous. Bah oui, ils ne cherchent pas des amis quand même, hein, des problèmes. Donc ils restent sagement de leur côté. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Le micro, s'il vous plaît. Il y avait un micro pour poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a le micro? Vous n'allez pas me soutenir le micro quand même. Il n'est pas à nous, il est à la mairie. Non? Le micro, vous ne l'avez pas? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Alors, ça, c'est l'article, ça, pour moi. Le 5. Bon, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Je suppose. Pardon, oui. Je répète l'avant-dernière. Là, on m'a demandé de mettre celle-là. Pardon. Voilà, excusez-moi. Et après, je vais mettre je vais passer l'avant-dernière, c'est ça que vous voulez? L'avant-dernière. Celle-là? Celle d'après. Ah, celle-là, voilà. Merci. Mais ça, il faut lire la préface de Arthur Clarke, c'est superbe. Moi j'ai une question, si on est deux slides en arrière. Je crois. Enfin, celle-là, c'est Louis. Voilà. Là, vous dites, quelle stratégie choisirait-il? Alors, bon, juste une recherche, ça prend des milliers ou des millions d'années, ou entreprendre un programme avec réponse garantie, mais c'est le même temps, puisque c'est la vitesse de la lumière. Ah oui, mais là, il faut insister sur réponse garantie. Garantie, mais... Dans les premiers, vous allez trouver, si vous explorez des milliers de planètes, au moins vous saurez s'il y a quelque chose ou pas. Vous saurez s'il y a
Ah oui, réponse garantie, mais au bout de quelques millions d'années. Oui, des chimpanzés, s'il y a des chimpanzés, des gens... Supérieur au temps de vie de la civilisation qui l'a envoyé, peut-être. Non, s'il est supérieur, bien sûr. Non, je ne dis pas que ça exclut. Hein. Vous pouvez en même temps consulter le ciel. L'un n'empêche pas l'autre. Non, non, ça c'est un argument contre ceux qui disent mais non, ils ne vont pas entreprendre des voyages interstellaires, ils vont se contenter de chercher des signes extraterrestres. La seule possibilité d'avoir une réponse garantie, de savoir s'il y a des chimpanzés, des autres néandertals, des égyptiens, ou de. Voilà, c'est cela. Sinon, on ne pourra jamais. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie. Alors, allons-y. Il me semble qu'on a trouvé il n'y a pas très longtemps une planète qui avait beaucoup de caractéristiques assez semblables à celles de la Terre. Est-elle située dans notre galaxie? Ah oui, absolument. Ou ailleurs? Toutes les planètes. Toutes les. Non, Kepler, c'est les. Kepler, c'est le télescope spatial. Ça s'appelle comment? Ah, mais moi non plus. Mais non, toutes les planètes qui sont découvertes par Kepler, le télescope de la spatiale de la NASA, c'est effectivement Kepler quelque chose. Mais s'il a des caractéristiques similaires à la Terre, c'est-à-dire la même masse et à peu près une distance dans la zone habitable, oui, c'est une planète intéressante. Après tout, vous savez, Mars, c'est aussi plus ou moins dans la zone habitable. Il n'y a rien. Vénus aussi, c'est un peu similaire à la Terre. Oui, il paraît même qu'elle est synchronisée. Alors, un côté brûlant, un côté froid, ça n'a pas été évident. Voilà, c'est pas. Mais chaque fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la NASA, chaque fois, il essaye de vendre un max de ce qu'elle fait. De survendre. Donc, il ne faut pas être impressionné et dire, voilà, mais ils ont besoin d'argent, ils ont besoin que les congrès, chaque année, pour les budgets, etc. Donc, voilà, c'est pour leur métier, ils sont très bien. Une question ici. Fontanelle, quand il parle de Matisse, il dit qu'il faut 6000 ans pour retourner à la Terre et de la Lune. Ah, juste, je vais vous arrêter parce que je ne suis pas italien, je ne sais pas si c'est un accent italien, mais je suis grec. Non, disons que Fontanelle, il parle qu'il faut 6000 ans de la Lune pour retourner à la Terre. Et il prend cette chronologie de 6000 ans en se référant au prophète biblique, à la Genèse. Or, dans la Bible, on parle de ces Elohim, l'être divin qui a déposé l'homme sur terre. Ça aussi, ça peut être intéressant comme forme extraterrestre. Ben, les Elohim, c'est plutôt des anges, n'est-ce pas? Encore une autre question. Ah, si les anges sont extraterrestres. Non, surtout, on voit dans la grotte de Lascaux, l'homme, il a fait la peinture des saucisses aussi, questo la tua un po'. Ma se uno va alla civilizzazione precolombienne, pourquoi dans la civilisation précolombienne on trouve des petits objets qui sont la forme d'un bonhomme avec une combinaison spatiale? Ah oui, c'est une excellente question qu'il faut la poser non pas à moi, mais aux historiens, aux archéologues, à ces gens-là. C'est ces gens-là qui connaissent ce genre de questions, qui peuvent vous répondre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on trouve dans le dessin sur le rocher de Sahel, d'Haïti, etc., en Afrique. On a trouvé plein de choses de ce genre. Mais pourquoi des civilisations tracées de têtes béantes qui ressemblent aux 40 astronautes, ça, je ne peux pas vous le dire. Le mieux, c'est de demander à un archéologue. C'est pas moi qui va répondre à ces questions. Ah, ben oui, c'est ce qu'il dit. Voilà, je vous l'ai dit là. C'est une réponse possible. Voilà. 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 Ça, c'est une réponse possible. Hein. Si vous pouvez souscrire à cette réponse-là. Ah ben oui. Personne ne m'empêche. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais je ne peux pas aller devant un tribunal et dire, voilà, je jure que ce n'est pas le cas. C'était un astrophysicien sicilien, lui, il a mis d'accord tout le monde. Zeki qui a dit ça? Un astrophysicien sicilien. Je sais qu'il est Zeki, mais il n'est pas astrophysicien, c'est un physicien. Non, c'est physicien, c'est pas astro quelque chose, c'est physicien tout court. Mais un très grand physicien. Il a mis d'accord tout le monde, je crois. Il a mis d'accord vous et la religion catholique. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Zeki. Je les connais pour ses travaux en physique, mais pas pour
En tout cas, moi, ce que je peux dire, que quand je vois nos hommes politiques, je pense que les extraterrestres sont parmi nous. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Vous ne dénoncerez pas. C'est pas vraiment une question que j'ai à vous poser. Moi, quand je réfléchis à ça, parce que je suis un peu ouvert à tout en tant qu'astronome, aussi j'ai deux paradoxes. Je pense que oui, ça peut être possible, mais non, ça ne le sera pas. Parce qu'on se sera détruit de toute façon avant une ultime réponse. Et si les autres évoluent dans le même principe que nous, que chaque invention, on va dire qu'il peut servir à l'être vivant, a d'abord été une machine de guerre, eh bien, eux, nous n'apporteront pas la guerre, c'est notre propre guerre chez nous qui nous détruira de toute façon. Je pense que quelque part, on va évoluer très vite, trop vite, et on sera peut-être aussi vite éteint qu'on a évolué, et si les autres font pareil, eh bien, on ne se connaîtra jamais, je pense. Voilà, c'est une réponse possible, hein. Tout à fait, il est là-dedans. Et c'est une vision pessimiste des choses. La pessimiste et réaliste en même temps, parce que le progrès, on vit plus longtemps. Oui. Combien de gens vivent pratiquement dans la pauvreté qu'il n'y avait pas à une époque? Voilà. Je vous signale que toutes ces réponses, je l'ai dit d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Enfin, pour en revenir aux extraterrestres, moi je ne souhaite pas tellement qu'on nous découvre, parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Amérique du Sud avec les Espagnols quand ils ont été là-bas. Hein. Donc, restons cachés, c'est bien. Mais ça dépend pas de nous. Une question encore, s'il vous plaît? Question? Allez les jeunes, voilà. Ici, il y a une question. Vas-y, parle bien. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la pertinence du programme SETI, par rapport aux connaissances actuelles que vous avez présentées ce soir. Et je voulais savoir si maintenant, enfin, quand on voit tout ce que vous avez présenté, est-ce qu'il est encore pertinent de continuer le programme SETI, c'est-à-dire continuer à écouter, parce que si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver. Eh oui, c'était ça la réponse qui. La conclusion de l'article de Coco et de Morrison, c'était, à mon avis, tout à fait pertinente. Hein. Si on ne cherche pas, les chances de détecter sont nulles. Mais quand on voit vos conclusions, quand on voit je pense que non, je suis sérieusement convaincu qu'on ne trouvera rien. Mais attention, c'est très différent quand même. C'est très encourageant. C'est pas parce que les chances sont très faibles qu'il ne faut pas chercher. S'il s'agissait d'un projet qui coûte des milliards, je dirais non, quand même. On peut utiliser cet argent de manière beaucoup plus intelligente en faisant notre recherche. Mais c'est un projet qui en général coûte très peu. Juste quelques millions et encore de dollars. Ça ne coûte pas beaucoup. Par rapport aux autres recherches en physique, c'est vraiment un projet qui est extrêmement bon marché. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc, je pense que ça vaut la peine quand même de conserver ce genre de recherche. C'est un peu comme avec le loto. Hein. Je ne sais pas si... Oui, surtout que c'est pas de l'argent public. Si vous commencez à jouer... Laissez-moi terminer ma réponse. Donc, si, effectivement, quelqu'un de votre famille joue 1000 € par mois au loto, je ne sais pas combien sont pour les villes, mais quand même 1000 €, c'est considérable, en général, n'est-ce pas? Donc, si vous jouez 1000 € par mois, c'est énorme. Ça, c'est le gaspillage. Effectivement, vous perdez votre argent. En revanche, si vous jouez 5 € par mois, là, c'est supportable. Et vous avez l'espoir que, même si la chance est sur 70 millions, je crois, bah, vous pouvez, pourquoi pas. Parce que les implications, si vous gagnez, et ici, les implications, si on détecte quelque chose, un signal artificiel, sont énormes. Hein. Le rapport coût-résultat, ce serait extraordinaire. Donc, ça vaut la peine de continuer, même si les chances sont faibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être de l'autre côté de la salle? Il y a une demande. Bon, ben écoutez, oui, madame. Allez-y. Parlez bien près.
près du micro, vous m'entendez? Oui. Je voulais vous demander quand même, il y a le problème de temps, évidemment du temps, et il pourrait très bien y avoir eu, comment dire, des intelligences qui ont envoyé des signaux, qui ont peut-être réussi à voyager dans le temps, mais qui ont disparu. Il va peut-être y en avoir d'autres. Nous, on est au niveau du temps, comme vous le disiez, c'est comme si c'était une année sur je ne sais pas combien de... Et on existe, enfin, je ne sais pas si on va exister longtemps. Bonne question aussi. Parce que le temps, supposons qu'on se détruise, comme disait un peu monsieur, mais qu'il en reste 2-3 petits bonhommes qui se baladent. Combien de temps va-t-il nous falloir pour réussir de nouveau à en être, ne serait-ce que juste là où on en est maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, si on est détruit, combien de temps il nous faudra pour... supposons qu'on se détruit, mais que quand même, quelques-hommes restent avec quelques femmes. Combien de temps il faudra pour que les... Pour de nouveau, alors on ira peut-être plus vite, mais si on repart de zéro, vraiment, c'est-à-dire survie d'abord, et on oublie tout, et pourtant on aura existé. Je veux dire, s'il y en a d'autres, peut-être qu'ils pensent exactement la même chose que nous, en se disant de toute façon, ils ne peuvent pas envoyer de signaux, etc., c'est trop long, pas de voyage, donc ils n'existent pas. Voilà. Et sur ce plan, je connais autant que vous. Je ne connais pas plus que vous. Oui, non, mais je connais. J'ai tout ce que... Je crois que je vous ai dit au départ. Cette équation de Drake ne nous apprend strictement rien. En revanche, c'est un formidable moyen de nous faire réfléchir. Oui, ça nous fait réfléchir. Surtout sur nous-mêmes. C'est un miroir qui est tendu devant notre visage, qui nous fait réfléchir sur certaines raisons de l'existence de l'être humain. Qu'est-ce qu'on cherche, comment on voit notre place dans le cosmos, qu'est-ce qu'on ferait nous à leur place. Imaginons que c'est nous les plus évolués, on arrive à développer le voyage interstellaire, on va sur d'autres planètes, on rencontre des hommes néandertals, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait ce qu'ils ont fait les Espagnols, les Américains? Est-ce qu'on fait autre chose? Comment on envisage un rapport avec le reste du cosmos et avec nous-mêmes? Est-ce qu'on va s'autodétruire ou est-ce qu'on va continuer à coexister pacifiquement, etc. Donc c'est plutôt ça l'intérêt de ce genre de questions finalement. C'est un miroir que nous tendons devant nous-mêmes pour réfléchir sur ces questions. Bon, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, on remercie notre conférencier, Nicolas François. Merci beaucoup. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant que vous partiez, pendant que Nicolas nous fait une copie sur ma clé USB. Comme ça, elle pourra être disponible pour le public sous mot de passe, comme d'habitude. Je vous signale juste, donc il reste quelques exemplaires du bulletin